Voilà, elle est partie. Le premier, moi, il m'a coûté cher. Oui. Est-ce que tu veux que... la farce? C'est une farce intime. Est-ce que tu veux que je te questionne? Moi, comme il faudrait répondre aux 4 questions qui étaient dans le cendrier. Ah, c'est plus les mêmes, ils sont sous le verre. Ah bon? Moi, je répondais à ceux qui étaient dans le cendrier. OK. Comment savoir à qui parler, OK, et à qui ne pas parler pour se protéger? Bon, c'est une question qui est extrêmement d'envergure. On pourrait en faire une conférence au complet. OK. Il y a 2 questions qui ont été posées aujourd'hui qui vont être plus amplement répondues dans le prochain PMC+, qui portent sur la façon de parvenir à évoluer entouré de gens. Donc, par exemple, comment évoluer malgré que tu ailles à travailler. Comment continuer, on parle de conscientiser. Comment se conscientiser malgré que tu sois dans une famille qui peut-être ne suit pas. Alors, ça revient un peu, donc, il y a eu quelques questions sur le sujet, parce que c'est éminemment d'actualité. La majorité de ceux qui se conscientisent, souvent, sont pris à vivre, comme tout à l'heure, on l'a vu, 2 vies. Comment savoir à qui parler et à qui ne pas parler pour se protéger? Il y a des individus à qui c'est important, c'est intéressant et c'est utile de s'ouvrir. Et puis, il y en a d'autres en face de qui c'est extrêmement dangereux. Si on prend l'exemple, dernièrement, je faisais une conférence dans une école privée tenue par des sœurs et des frères à Québec. C'est une conférence sur l'enfant téflon. Tu dis tenu ou tout nu? Tenu. Et puis, après la première heure, il y a une personne qui vient me voir et qui me dit Monsieur Kem, à vous entendre parler, si je comprends bien, l'enfant téflon, c'est un enfant qui a facilement un contact avec le plan supramental. Alors moi, je lui ai dit, on peut appeler ça comme on veut. Écoutez, moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas pour dire que c'est ça. Comment savoir à qui parler? Mais lui, comment ça se fait qu'il sait à qui parler? Alors, il me dit, écoutez, je vous connais pas, mais j'ai comme l'impression que je peux vous faire confiance et que je peux vous dire... Alors, je fais de mon séminaire avec un tel, et puis... Fait que j'ai dit, bon, oui, c'est des choses qui arrivent. Fait que là, après ça, il me dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Fait que là, j'ai dit, oui, effectivement, l'enfant téflon, c'est un enfant qui a une caractéristique supramentale. Donc, il peut se centrer dans son intelligence puis se connecter facilement. Puis là, je me s'en allais. Bon. Lui, ce qu'il a fait, à moins qu'il était sûr d'être sûr d'avoir reconnu dans ma vibration, même inconsciemment ou consciemment, ce que j'étais, ce qu'il a fait pouvait être très dangereux. Oui. Je ne suis absolument pas supramentalisé, disons. La personne vient me poser une question comme ça, je lui réponds, c'est pas grave. Puis après ça, quand je rencontre la personne qui m'a invité, qui est peut-être son patron, je lui dis, il y a du monde là-dedans, je comprends qu'il y a des problèmes, il y a du monde bizarre. Il y en a un qui vient me voir et qui me dit, c'est qui ça qui t'a dit ça? Je sais pas, là. Ah, tiens, regarde, c'est lui là-bas, là. Par contre, lui avait un problème. Il s'est servi d'une occasion, ça c'était correct. Il y a énormément de situations où ça serait vraiment utile de s'ouvrir la trappe. Cela pourrait vouloir dire, par exemple, cessons de nous cacher. Alors, ça va faire un peu, on peut s'amuser avec ce que le Nazarien disait quand il disait que quand tu allumes une lampe, c'est pas pour la mettre en dessous d'un lit. Surtout à l'époque, c'est des lampes qui mettaient le feu après ça. Quand tout lit, c'était pas génial. Ça mettait le feu au lit. Un lit de paille, surtout. Oui, c'est vrai. À l'époque, c'était pas... il était humide. Le monde a transpiré dedans pas mal. C'était humide. On l'allume pour la mettre sur la table pour éclairer tout le monde. La seule chose qu'il y a, c'est que quand tu allumes une lampe, tu la mets sur la table pour éclairer tout le monde. Ceux qui ne sont pas habitués à voir du feu comme ça, ils pensent qu'il y a un incendie, puis ils vous arrosent avec de l'eau pour éteindre le feu. Alors, comment savoir à qui parler et à qui ne pas parler? On doit... Comme je vous dis, c'est plus une conférence complète qu'on devrait faire sur le sujet. C'est une très grande question qui demande pas juste un résumé. Et ça donne que j'en ai pas parlé dans d'autres conférences, donc je ne peux pas vous référer une cassette. Mais l'individu doit, on a parlé un petit peu, mais pas suffisamment pour dire qu'on parlait du sujet, l'individu doit apprendre à faire confiance à ce qui, chez lui, est capable de discerner. C'est la première chose. Donc, ça veut dire qu'on doit fonctionner en langage d'oiseau. On doit avancer des traquenards. Je connais une personne qui rencontre un individu qui travaille une grosse compagnie, et puis ils discutent ensemble d'affaires. Et là, la personne qui parle, qui est un séminariste, elle lui dit
Ah oui, mais il faut comprendre que si on fait changer de pays, par exemple, on va en Haïti, puis la majorité de la structure politique est tellement manipulée par ceux qui s'occupent du vaudou, fait qu'on réussira jamais à rentrer là. Fait que l'autre, il dit, comment ça, vous savez ça? Comment ça, vous savez ça? L'autre vient de se trahir. Parce que c'est pas, rien, quoi, qu'est-ce que vous dites là? Non, c'est comment ça, vous savez ça? Donc, il connaît le vaudou. Enfin, il connaît la mécanique. Comment ça que tu sais que c'est eux autres qui... Comment ça que vous savez ça? Lui, il a dit une chose, le séminariste, une chose qui peut être très banale dans n'importe quelle conversation, puis qu'on peut facilement dérouter. Qu'est-ce que vous dites là? C'est quoi ça, le vaudou? Le vaudou, c'est une religion. Haïti, c'est un peuple très religieux. Ils ont plusieurs religions, puis une, entre autres, c'est le vaudou. Puis, bon, tu sais, c'est facile de dévier. C'est comme si tu dirais, dans tel endroit, eh bien, on ne pourra jamais réussir à faire telle chose parce que c'est la conscience de Krishna qui prédomine sur les individus. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Ben, ils sont tous, ça s'appelle la conscience, c'est les disciples de la conscience de Krishna. C'est les Krishna. Tu connais les Krishna, là? Ah, des Krishna. Ah oui, ok, bon, ben c'est ça qui dirige. Ah, ok. On a tout compris. Mais quand c'est la conscience de Krishna qui dirige ça, la conscience de Krishna, tu parles de quoi? Écoute ce qu'il dit, écoute la façon dont il parle, ça te fait rendre compte que l'individu peut être plus prêt à comprendre. À un moment donné, c'est simplement, c'est la franc-maçonnerie qui dirige telle chose. Comment ça, vous savez ça? Ah ben là, tu dévies un petit peu, puis finalement, l'autre t'explique que son père était franc-maçon, puis bon, voilà. Comment on sait? Comment on ne sait pas? On fait comme on doit faire dans l'évolution avec les individus. On laisse une porte ouverte, puis on la laisse nonchalamment ouverte. On n'ouvre pas une porte, on laisse une porte ouverte. Grosse nuance. Alors, dans l'évolution, c'est la même chose. Comment aider quelqu'un? Laisse une porte ouverte, simplement. C'est drôle, mais aujourd'hui, ça me tendrait de parler avec quelqu'un qui est malheureux, mais c'est bizarre, c'est comme ça. Fait que l'autre à côté qui est malheureux, ben, s'il l'est suffisamment, il va peut-être en profiter. S'il ne l'était pas, t'as rien dit. En tout cas, bref, t'as rien fait. C'est une drôle d'idée que tu as là. Ah oui, c'est comme ça. Fait que là, ben, il va aller me faire un vol de céréales. Bon, c'est comme si tu chantais, c'est comme si c'était rien passé. Mais si l'autre était, puis bon, on va t'ouvrir une porte. Tu n'as pas manipulé, tu t'as ouvert une porte, tu as facilité les choses, c'est tout. Dans le contact ici, c'est la même chose un peu. Comment savoir à qui parler et à qui ne pas parler? On doit faire attention. Et normalement, quand on est séminariste, si l'individu a théoriquement, bon, de base, facilement, si quelqu'un te dirait qu'il a fait mon séminaire ou le séminaire de quelqu'un d'autre, mais qui a une même vibration énergétique, normalement, on peut jaser, mais même là encore, on doit y aller avec une forme de désinhibition. C'est-à-dire que l'intelligence doit venir diriger notre communication, parce qu'à travers les mots, à travers les formes, il y a des choses qui peut-être ne sont pas tout à fait... On n'a peut-être pas appliqué les mêmes formes aux mêmes places. Donc, les égos peuvent immédiatement s'en mêler, prétextant etc. Fait que là, on s'est fait encore avoir. Donc, normalement, ça va être... la meilleure chose à faire, c'est d'ouvrir une porte, puis de laisser l'autre avancer dans la discussion. Si vous êtes quelqu'un de correct, autrement dit, si vous ne vous servirez pas de ce que l'autre dit contre lui. Donc, on doit comprendre. Je parle avec toi et je te parle de l'évolution humaine. Puis tu me dis, ah oui, effectivement, c'est important, l'humain évolue pas assez. Alors là, j'ai ouvert une porte et j'ai l'impression que tu veux rentrer. Alors moi, je te dis, effectivement, l'évolution supramentale, non, tu es un témoin de Jéhovah, toi, là. Alors moi, je dois te laisser avancer. Mais si je suis correct, si je comprends la mécanique, si je sais qu'il n'y a aucun humain d'imbécile, ils sont manipulés. Et si j'applique ce que je sais, même dans ma communication, dans ma relation avec autrui, il n'y a pas de problème. Alors tu vas me dire, oui, effectivement, Jéhovah fait tout pour les faire évoluer. Alors moi, je vais répondre, oui, Jéhovah, ben pas qu'à d'autres. Et tu me dis, non, il y a juste Jéhovah. Ben, ça se peut. Mais moi, je vais essayer de dévier parce que je me rends compte, bon, connaissant traditionnellement, je me fie. Je vais voir après ça avec où c'est que tu vas aller toi, mais moi, je ne peux pas me servir de ce que tu m'as dit contre toi. Je vais me dire, au moins, ce gars-là, il veut avancer quelque part. Il est dans un cheminement. J'aime autant qu'il me parle de Jéhovah, qu'il me parle de la coke ou de l'héroïne. Bon, je comprends. Puis si tu me parlais de la coke ou de l'héroïne, peut-être que je ne voudrais pas trop te voir. Je ne traite pas d'imbécile ou de pogné. Je comprends la mécanique. C'est dommage. Pas que je te comprenne, mais que tu sois comme ça. Donc, l'individu, premièrement, nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit ouvrir une porte. Parce que ce qui va arriver souvent, c'est simplement ça. J'étais dans un restaurant connu dernièrement, et il y a une personne, trois personnes âgées assises à une table. J'étais avec un de mes amis, un jeune de 9 ans, puis on mangeait. Et puis là, la personne a dit, « Ah, moi, l'astral me charrie. » Fait que là, je lui... Hein, c'est franchement, dans un petit village. Alors, mon ego, il dit, crime, c'est vrai, écoutez, peut-être, tu sais, genre, c'est qu'eux autres, banalement, là, pas pour aller les...
Puis l'autre a dit, ah ouais, moi depuis que j'ai perdu mon emploi chez Direct Film, c'est encore bien pire. Là, j'ai compris que c'est Astral Photo qui a charrié. Il travaillait chez Astral Photo, tu sais. Alors, comme quoi, il faut faire attention, pas aller trop vite. Parce qu'effectivement, il y a des conflits, l'Astral, le charrier. L'autre, c'est Direct Film qui l'a mis dehors, puis ils ont fermé le porte. Bon. Alors, comme quoi, il faut faire attention. Et j'avais des... Puis là, j'entends le reste, puis là, on est parti à rire tous les deux, puis là, alors, c'est ce qu'il faut faire. On ouvre une porte, et puis on laisse l'autre avancer, mais ce qui est important, c'est de laisser, et ça fait partie aussi de l'humilité. Je suis conférencier, nécessairement, je parle. Quand je rencontre des individus, je les laisse parler. J'ai une aussi grande oreille que j'ai une grande langue. C'est important. Ça nous permet, moi, je peux m'ajuster, m'adapter, je comprends. C'est pas garanti que l'autre peut faire la même chose que moi. Moi, je suis capable d'être patron d'une compagnie, par exemple, qui affiche des peintures, une galerie d'art. Je suis moi-même peintre, et ça ne dérangera jamais le fait que je sois patron en même temps. Je vais m'occuper des autres peintres exactement comme si je n'étais pas un. Moi, je peux faire la séparation. Je ne privilégierai pas sur le dos des autres. Je ne suis pas sûr que l'autre peut le faire. Alors, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on ouvre le terrain, puis on le laisse jaser. Puis on écoute. Puis à chaque fois, on ouvre une porte. L'évolution, c'est vraiment important, mais il n'y a pas juste ça. C'est vrai, effectivement, il y a l'évolution, il y a les hamburgers, il y a la conscientisation, il y a bien d'autres choses. Fait que la personne elle va dire, ah, effectivement, parce que, tu sais, il faut penser quand même à, tu sais, faire une partie de golf, c'est intéressant. C'est correct, ton hamburger était ajusté sa partie de golf. Mais en cas qu'il lui aurait voulu aller plus haut, tu as mis conscientisation. On parle de langage d'oiseau, ce qui va faire en sorte que c'est pas long que deux individus qui ont réellement à se parler, c'est immédiat qu'on va savoir, ça c'est réglé. Mais la meilleure chose, c'est d'ouvrir une porte et de laisser l'autre s'en aller. Fait qu'il rentre ou qu'il sorte, vous le laissez, puis vous le suivez. Vous allez apprendre à connaître l'autre, vous pouvez vous ajuster, impeccable, puis à un moment donné, ben, vous saurez. Mais évidemment, il y a d'autres façons de... Mais c'est pour l'instant, pour répondre comme ça présentement, dans le peu de temps qu'on a, là, c'est la chose qu'on doit faire. Semer. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça. Des personnes intéressantes? Intéressante pour mon ego. Du monde que je connais, ailleurs que dans l'évolution, par exemple. Ailleurs que des c'est gens. Normal, dans la scène de réseau, il y a plein de gens intéressants. Mais combien y a-t-il de gens intéressants que ton ego va autoriser à venir te planter? C'est ça que la question de l'ego. Moi, je suis intéressant, mais en plus, je peux de temps en temps te parler. Il y a d'autres intéressants, mais avant qu'ils puissent te parler, les autres, va falloir qu'ils prévoient son ego, hein? Il y a du monde intéressant, il y en a un bon paquet. C'est pour ça qu'à un moment donné, au niveau du plan mental, c'est pour ça que si tu es réchauffé, par exemple, je t'invite, je te présente 2-3 personnes, puis on parle énergétiquement, tu vas s'aimer automatiquement. Si tu les rencontrerais autrement, je te présente comme ça, là, ils sont pas... Après ça, si je te dis, on a une réunion chez eux, viens-tu? Toi, pas le goût. Mais si on parle, puis ça donne qu'on va là, puis c'est bien différent. C'est pour ça qu'il y en a plein de gens intéressants. De gens du même calibre que toi, non. Ça, c'est autre chose. Mais des gens intéressants, il y en a plein. Une personne qui ne serait pas têteuse à ton contact, il y en a. Il y en a plein qui vont être têteuses ou têteuses, il faut les inhiber un peu, ça va. Donc, tu peux être bête ou froid un peu, puis à un moment donné, ils pourront venir. Mais intéressant, il y en a plein. De ton calibre, il n'y en a pas autant. Il y a des gens que tu peux parler, puis tu n'as aucune censure. Non, mais c'est ça, je parle des gens de ton calibre. Là, tu n'auras pas autant. Ah, j'ai déjà lu ça. Comment veux-tu que je décide de quoi? Ah oui. De quoi que ce soit si je suis manipulé de A à Z. Et puis l'autre, c'est donne. Ah oui, c'est donne en rapport avec les Nazaréens. C'est voyage en Amérique du Sud. Donne des détails sur la vie privée du Nazaréen. Voyage en Amérique du Sud. Parler de la vie privée des potins. Au Tibet. Le personnage qu'il a connu. Bon, quand même brièvement, j'en ai parlé souvent dans plusieurs conférences, puis on va en reparler encore de temps en temps. Bon, l'Amérique du Sud de Nazaréen s'est pointé en Amérique du Sud uniquement lorsqu'il a abandonné l'onde de forme de Jésus sur la croix.
Le Nazaréen est allé aux Indes, est allé à Rome, est allé au Tibet, s'est promené à plusieurs places, simplement lorsqu'il était jeune. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que Jésus... Bon, c'est assez complexe. Je ne veux pas trop en parler parce que ce n'est pas suffisamment applicable. Non, ce que je vais faire plutôt, c'est qu'on va poser les autres questions, puis on finira avec ça ici, ça nous relaxera. Ça va nous relaxer. Pose les autres questions. Puis on fera les contes et les légendes des 1001 vies du Nazaréen après, ça va nous relaxer. C'est intéressant, puis en même temps, ben, c'est différent. On peut faire ça pour Noël? Pour Noël? Ben, il est né en plein milieu du printemps. Non, mais faut quand même rester dans la tradition. Il y en a un dernièrement qui me dit « Hey, j'avais pu jurer qu'à l'âge du Christ, j'arrêtais de travailler. » Là, il vient d'avoir 33 ans. Là, j'ai rassuré, j'ai dit « Le Christ, il est né à l'an -5 avant Jésus-Christ. » Fait qu'il était crucifié à l'âge de 38 ans. Fait que t'as encore correct. Les extraterrestres peuvent-ils prendre contact avec l'espoir mental? Quand on parle d'extraterrestres à la moustache, non. Pourquoi pas? Ben parce que non, pourquoi pas? Comme ça, non. Est-ce que un érable à sucre peut courir après un loup quand ça met... Non. Pourquoi? Ben parce que non, c'est comme ça. Là. C'est une mécanique limitatrice de la création. Tu viens de la lire. Tu as dit que dans une de tes conférences précédentes que lorsque tu auras le temps, soit aujourd'hui, tu nous expliqueras l'intervention d'une soucoupe volante. Pourrais-tu en glisser quelques mots? C'est intervention ou un autre mot, mais je pense que c'est intervention. Bon, l'intérieur. Ah, l'intérieur, peut-être, ouais, peut-être aussi, oui. C'est une question avec qui va aller avec l'autre. Sans rire. Oh, on va y répondre. C'est parce que c'est relaxant, mais j'aimerais qu'on finisse des choses intéressantes. Bonne chance, là. Après la vie privée du Nazaréen, la vie privée de... Qu'est-ce que tu... Bon, ma vie privée maintenant. C'est le manteau humain, là. Qu'est-ce que tu peux... Bon, hey, je ne veux plus lire, moi. Bon, pose-moi ça, là. Écoute bien, Qu'est-ce que mettre un manteau humain pour se protéger? Moi, je vais vous parler du manteau humain. L'idée est bonne, et je vais vous parler du manteau humain que je verrais qu'on peut se mettre. Vous n'en avez pas besoin encore, parce que vous en avez encore 4-5 sur vous, tu sais. Vous les mettez tout en même temps, puis là, il faut les ôter un peu, là. Alors, on va parler de deux antennes supramentales en particulier. La première antenne supramentale, elle provient d'un soleil qui est extrêmement loin du nôtre. On parle de quelques années-lumière en voyageant à la vitesse de la lumière. Donc, voyageant lentement. L'énergie qui arrive n'a pas l'expérience de l'être humain. L'énergie qui arrive va surchauffer une structure cérébrale d'un être humain en particulier et va, disons, anéantir, aliéner une partie de la structure cérébrale pendant un laps de temps. L'individu ne comprend plus rien, il part d'un niveau particulier d'évolution et il doit rétrograder, donc descendre, jusqu'à être rendu très bas socialement, comme très bas psychologiquement, bref, il n'y a plus rien à faire. Ce qui fait qu'il va nécessairement perdre tout ce qui socialement lui avait été attribué au départ. Par la suite, l'énergie va restructurer la gestion cérébrale, donc elle va réveiller son ajusteur de pensée, et dans le travail de restructuration, elle va de temps en temps l'obliger, non pas à avoir de l'information, c'est ce qui va sembler être vécu par l'individu, mais en réalité, tu as par exemple pendant 2, 3, 4, 5 heures l'impossibilité de bouger, et là on te donne tout ce qui a trait à la fécondation des roses au printemps en Afghanistan. Pendant 4 heures de temps, 5 coins de rue, tu ne peux pas bouger, et on t'explique comment ça marche. En réalité, on se fout de t'expliquer comment ça marche, mais on restructure le cerveau, et ce qui va apparaître en résonance énergétique pendant la restructuration, ça sera un cours sur la fécondation des roses en Afghanistan au printemps. Bon. La personne est là de l'ego, et pour s'assujettir son ego, l'énergie, donc l'intelligence, va de temps en temps l'obliger à avoir les mains liées derrière le dos, c'est-à-dire être dans l'incapacité de bouger, par exemple, puis elle va la jeter dans l'eau. Puis la personne, elle va se noyer, mais elle ne se noie pas.
Et en même temps, on lui explique que quand ton ego va cesser de vouloir lutter, tu pourras retrouver l'usage de tes membres et donc tu pourras t'en sortir. Mais tant que tu veux t'en sortir, tu ne peux pas bouger. C'est de l'initiation vache. Et à un moment donné, la personne... Ou poisson. Ouais, poisson, ouais. Surtout que c'est en Amazonie, donc il y a des piranhas qui s'en viennent. Ça les vaches un peu, parce que c'est les vaches qui bouffent normalement. En tout cas, bon. Alors, à un moment donné, l'individu finit par accepter certaines choses, il va faire un pacte, et le pacte va être que j'accepte ceci, si à la condition que j'ai cela. Et le cela, il l'a eu. Et le ceci, il l'est. Alors, l'intelligence va, par la suite, devoir prendre un manteau humain pour se protéger. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, ce qui est descendu ne connaît pas l'humain, ne connaît pas l'homme, ne connaît pas la femme, ne connaît pas l'enfant, ce qui fait que ça devient, c'est un bourreau, c'est une mécanique qui va s'arranger pour briser. C'est une mécanique extrêmement violente par rapport à l'humain. C'est de l'intelligence supramentale à l'état pur. Au fur et à mesure du temps planétaire, l'extraterrestre en question, dont on parle de la conscience, évidemment, la mine d'extraterrestre aussi, mais on parle donc de la conscience, va progressivement devoir adopter un manteau humain pour protéger les humains et pour se protéger des humains. Donc, on pourra dire que progressivement, l'individu va s'humaniser. Les gens, du départ, vont dire, oui, mais il n'aime vraiment pas l'homme, alors qu'il est en total amour avec l'homme. La façon d'aimer est une façon trop drastiquement intelligente, ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, tu as, par exemple, une dent qu'on doit t'arracher, il n'y a pas d'anesthésiste disponible, on doit l'arracher en même. Il faut arracher une dent, on l'arrache, fini là. C'est pour ton bien. Oui, mais ça fait mal en maudit. Progressivement, l'individu ne pouvant souffrir les souffrances de l'homme ne peut pas comprendre, donc progressivement, il va adopter un manteau humain. Alors, on pourrait, je vais peut-être revenir sur comment ça se structure du point de vue de l'intelligence à ce niveau-là. L'autre antenne supramentale part du Soleil. Donc, il est beaucoup plus près. Il est beaucoup plus près de l'homme. Il fait partie de la gestion qui a permis la création de l'homme. Alors, nécessairement, il est humain au départ. Sauf que lui doit aborder un manteau d'intelligence. Donc, étant donné qu'il est humain, il a une correspondance trop reliée à Jésus, ce qui fait qu'il a... son défaut n'est pas d'être trop drastique, son défaut est d'être trop humain. De ce fait, l'intelligence s'exprimera convenablement, mais l'individu ne pourra pas se démarquer de l'humanité, disons, de son temps, par une efficacité évidente, uniquement par le fait qu'il est trop humain. Autrement dit, si on regarde, par exemple, la vie de Jésus, il n'a jamais été roi, il n'a jamais été riche, il n'a jamais rien eu. Pourquoi? Parce qu'il était trop humanisé. Alors, il donnait tout. Alors, à un moment donné, alors que dans un autre contexte, on ne donnera rien. On va tout briser. On va imposer. Alors, pendant que l'un revêt un manteau humain, l'autre se dévêt d'une carcasse humaine pour finir par, finalement, à un moment donné, être suffisamment dans l'intelligence, donc centré sur lui, et par la suite, il devra se rebâtir un manteau humain de façon à passer inaperçu à travers le monde. Donc, les deux antennes supramentales, présentement, sont à peu près rendues dans une forme d'équilibre. Pas l'un par rapport à l'autre, mais l'un envers lui-même, l'autre envers lui-même. Ils sont rendus dans une mécanique où ils sont maintenant capables d'être suffisamment humains, sans que le manteau humain serve de frein ou de nuisance. Et ils sont maintenant suffisamment exprimateurs de l'intelligence pour être capables d'imposer une efficacité qui sera acceptable et supportable par l'humain. J'ai dit que l'une des structures tend à gonfler l'ego jusqu'à temps qu'il explose, et l'autre structure tend à dégonfler l'ego jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. On parlera de l'égoïsation dans le dégonflement de l'ego. C'est moins souffrant, c'est moins drastique, sauf que ça provient d'une intelligence qui connaît l'humain. Alors que l'autre mécanique n'a pas un rôle collectif à jouer et ne connaissait pas l'humain au départ, ce qui fait que nécessairement, il y aura eu des problématiques. Il y a des choses que je ne veux pas parler pour la simple raison que dans l'astral, ça peut servir contre l'autre. Les deux rôles sont fondamentaux, sont extrêmement utiles, et il y a des manteaux humains qui sont à apporter là-dessus. Maintenant, si on parle de troisième version du manteau humain, on parlera d'un individu qui est en phase d'évolution, en phase de conscientisation. Il est en phase d'évolution parce qu'il n'a pas encore appliqué l'idée et qu'il devrait à un moment donné se conscientiser. Il est en phase de conscientisation parce qu'il prend de la puissance, il ramasse de l'énergie. À un moment donné, lui, il doit s'individualiser. S'individualisant, nécessairement, il devra couper les liens avec autrui.
Donc, nécessairement au niveau de l'onde de forme, et même si ce n'est pas voulu, dans certains cas ça peut être aussi voulu, mais même si ce n'est pas voulu, progressivement dans l'onde de forme, il deviendra inhibiteur. C'est-à-dire que les humains vont trouver qu'il n'a pas d'amour qui se dégage de lui, qu'il est froid, qu'il est bête, qu'il est constamment ce que c'est, et on pourra conclure, si c'est ça d'être conscientisé, moi j'aime autant, je n'allais jamais l'être. Ce personnage-là, progressivement, devra se mettre un manteau humain. Pour éviter la haine des martyrs de la transition, pour éviter la haine des humains qui évoluent, pour éviter la haine de ceux qui sont en transition, parce qu'à un moment donné, et quand je parle de protéger, je ne parle pas uniquement de protéger contre le harcèlement d'autrui, je parle de protéger contre la destruction qui peut être désirée par autrui. Alors, progressivement, ceux qui vont se conscientiser devront vivre une phase où ils paraîtront totalement sauvages. Et c'est d'ailleurs l'avantage de la structure PMC et surtout de la structure du groupe des chefs, parce que les individus rendus à un point culminant de froideur et d'inhibition, bref, de problématiques par rapport à autrui, peuvent apprendre facilement là. Premièrement, quand ils arrivent tels qu'ils sont, là, ils n'ont pas besoin de manteau humain. C'est correct. Et progressivement, la démarche va leur permettre, dans des conditions pratiques de vie, de se recouvrir d'un manteau humain. Donc, ils vont de plus en plus être capables d'être ajustés à autrui, sans se puténer pour autant. Alors que tout à l'heure, on parlait d'individus qui travaillaient, dans un contexte, ils se putainent selon lui, dans l'autre contexte, il est un peu lui-même, puis il pris entre les deux, il souffre un peu. Ça, on reviendra là-dessus, probablement au niveau du PMC+. L'individu qui se conscientise va progressivement se recouvrir d'un manteau humain, ce qui va faire en sorte que, bon, je donne des conférences souvent au niveau de l'enfant Teflon. Alors, dans une bibliothèque, entre autres, il y a une personne qui vient me voir à la fin, puis elle était, la directrice, totalement épatée par tout ce que j'étais. Et surtout, elle me dit à un moment donné, c'est la première fois, les gens à la fin des conférences, quand c'est intéressant, ils viennent jaser. Puis les conférenciers qu'on a n'arrivent jamais à mettre fin à ça. Ça s'éternise. C'est la première fois que je vois quelqu'un mettre fin radicalement à chaque communication quand les individus, c'est correct, sans que les personnes soient frustrées. Les personnes sont contentes, sont ravies, puis ils s'en vont. J'ai jamais vu ça. Le manteau humain permet ça. Donc, l'individu qui finit par rayonner, qui finit par avoir une conscience supramentale ajustée à un plan bouddhique, donc de l'intelligence qui a du cœur, l'individu capable de connaître l'humain aura un manteau humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aura, dans son expression, toutes les caractéristiques de l'humain, tout en conservant dans son expression toutes les caractéristiques du divin, c'est-à-dire du phénomène supramental. De ce fait, par exemple, si on regarde le manteau humain que j'ai, nécessairement, il sera inhibiteur en face de certains humains. Surtout au niveau de l'évolution, c'est évident que je dois puncher un peu plus raide, pour la simple raison que les personnes qui se conscientisent, disons, au niveau, par exemple, des conférences ou de la structure PMC, sont des personnes qui méritent plus que juste de l'amour. Méritent de la liberté. Donc, nécessairement, c'est un peu plus direct. Parce qu'ils doivent parvenir à être leur seul maître, donc à ne pas être assujettis. Quand on fait référence, par exemple, à des conférences publiques que je donne ailleurs, les personnes ne sont pas à un niveau où ils méritent la liberté, mais je reste à un niveau où je ne mérite pas d'être tété. Alors là, avec le manteau humain, tu es capable d'ajuster les deux pour que tout le monde soit content. De ce fait, par exemple, moi, la majorité des enfants vont avoir la capacité de m'aimer beaucoup plus rapidement que les adultes. Donc, je suis très humain. Par contre, les enfants vont plus facilement accepter, vu le peu d'ego qu'ils ont, mes règles de communication. J'accepte les leurs, ils acceptent les miennes. Alors, à un moment donné, par exemple, un enfant qui veut me téter, je vais lui expliquer que je ne veux pas. Un enfant, par exemple, qui veut me manipuler, il va comprendre rapidement qu'on ne peut pas. Par la suite, si lui a besoin d'être manipulé, je pourrais le manipuler. On parle donc d'éduquer. S'il ne veut pas être manipulé, mais qu'il veut communiquer, alors je peux peut-être l'instruire. Je ne l'éduque plus. Donc, je respecte ce qu'il est, mais il respectera ce que je suis. Sauf que, normalement, l'enfant a plus de facilité parce qu'il n'a pas autant d'ego. Donc, il n'est pas frustré. Alors qu'avec l'adulte, souvent, c'est plus complexe. Le manteau humain fait quand même que tu peux être bien accepté à peu près partout. Et c'est ça, se mettre un manteau humain pour se protéger. C'est important, je parle énergétiquement utile. Par exemple, il y a on parle encore d'enfants, il y a une personne à un moment donné qui me disait que les enfants, c'était peut-être mon point faible.
parce qu'elle avait été l'innocente spectatrice d'un échange entre des chefs, moi, puis il y avait un enfant là. Alors, je vérifiais simplement le degré d'assujettissement de la personne par rapport à moi. Il pleut un peu, le jeune n'a pas d'imperméable, alors je dis au chef, jeune, veux-tu son imperméable? Fait que le jeune, si tu le veux, il va te le donner. Fait que là, le jeune, il n'est pas trop sûr, mais moi, je veux savoir ce que l'autre va faire. Si l'autre lui donne parce qu'il est d'accord avec moi, parce qu'il n'a pas besoin, parce qu'il s'en balance, ça va. Si l'autre lui donne uniquement parce que dynamiquement, énergétiquement, j'ai dit cela, on va aller se parler dans le bois. Oui, deux. On va te poser. Personne qui observe ça, elle pense que c'est pas ce qu'on va se compter après. Par contre, il y a des enfants avec lesquels je vais avoir des contacts très rapides, et ceux qui sont le plus énergétiquement importants, c'est les enfants avec lesquels ça va prendre plus de temps avant que j'aie un contact. Ce que je veux dire, c'est qu'on va se voir, on va se dire bonjour, on va se dire salut, on va se parler de temps en temps, on va rire de temps en temps ensemble, puis c'est tout. Parce que l'enfant doit lui-même s'émanciper à mon rythme, moi je peux le faire, puis l'autre doit faire son cheminement. Le manteau humain va faire en sorte que les deux vont être capables de savoir que tout est correct, mais en même temps, ils vont attendre qu'énergétiquement les contacts se fassent. Le manteau humain va donc servir à protéger autrui, en l'occurrence des plus faibles ou des plus jeunes, et ça sert à nous protéger, nous, en face de la puissance ou du pouvoir des égaux d'autrui. Alors, les manteaux humains, c'est une chose qui doit se développer, ça fait partie de l'ajustement de l'homme nouveau, qui va faire en sorte qu'il sera totalement humain sans être putain. Il ne se mentit pas à lui, il ne se ment pas à lui, donc il n'aura pas besoin de se mentir à lui-même, et en même temps, il ne mentira pas à autrui, mais les autres vont voir ce qu'ils ont besoin de voir, alors que lui, il reste totalement le seigneur de son château. C'est correct. Le manteau humain, c'est un phénomène qui est extrêmement important à développer. Vous devez avoir soif, c'est ce que j'ai dit. Bon, les contes des mille et une nuits. T'as pas d'autres questions, ça, non? Oui, mais... Ah, c'est pas les comptes, ça? Ah oui? Ah, mais pose des questions avant, après ça, on fera les comptes. Ah, ben, c'est parce que je sais qu'on ne posera pas ceux-là. Ah oui, pose des questions vite, là, on va pas ceux-là. On va regarder là qui reste ici, là. On a du temps en masse, il reste encore du temps. Si t'arrives à lire sans bafouiller, là, on va sauver du temps. Qu'arrive-t-il quand on n'évolue pas et on ne se conscientise pas non plus? On évolue. Quelle est la spécificité de l'énergie supramentale de notre galaxie? Quel est son rôle pour l'homme cosmique? Notre énergie supramentale, elle est toute ce qui rend spécifique, n'est-ce pas, l'énergie supramentale de notre galaxie, c'est qu'elle est totalement reliée au plan d'intentionnalité par un ajusteur énergétique similaire à l'ajusteur de pensée, alors que l'énergie, la mémoire galactique des autres galaxies, donc l'énergie qui serait supérieure au plan mental des planètes des autres galaxies, n'a pas ce contact direct avec le plan de l'intentionnalité. Voilà. Je suis une droitière forcée. Dois-je retrouver cette énergie de gauchère? Non. Retrouver l'énergie de l'ambidex. C'est moins ambigu, mais c'est plus facile. Faisant face à un mur, tout est là. L'argent, le temps, la vie est plus facile. Je pratique les méthodes PMC, mais à part ça, je ne sais plus quoi faire. Il y a une grande faille chez moi. Je la cerne et je la vois comme je me vois dans un miroir. Et je sais très bien qu'elle va se dissiper. Quelle est la prochaine étape? Continuez à savoir de par vous-même. Parle de ce que tu as nommé Myriam le mois dernier. Qu'est-ce que c'est en termes d'énergie ou qu'est-ce que... Est-ce que c'est un personnage? C'est une myriade de personnages. Je ne dirai pas grand-chose. Ceux qui savent, ceux qui savent pas. Mais Myriam, c'est Hiram Abif. Voilà. Myriam, en tant que gestionnaire énergétique de la planète, connaît-elle Ménov? Ont-ils ou auront-ils à travailler ensemble d'une façon consciente? Non, Myriam contrôle tout au complet, l'autre est son esclave. Je n'ai jamais vraiment cru
ce que tu disais, parce que je Tant trouvais mieux. que tu n'appliquais pas ce que tu disais. L'ego se dit, on verra bien, maintenant j'ai l'impression que ça pourrait être réel, ce que tu dis. C'est comme si l'esprit s'imposait, en n'attendait plus après toi ou après les autres, et qui se dit, même si lui, il n'appliquait pas, toi, tu appliqueras. D'où vient ce changement? Est-ce là définitivement? Non, ce n'est probablement pas définitif chez vous. Ça fait partie des petites choses que vous devez comprendre. La parole, c'est l'instrument qui descend au maximum de l'énergie. Donc, si vous ne parlez que de ce que vous appliquez, vous êtes un vantard. Si vous parlez de tout ce que vous n'appliquez pas, vous descendez de l'énergie. Le reste, on n'en a rien à faire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous descendez des tonnes et des tonnes d'énergie, nécessairement par rapport à ce que vous descendez, vous ne pourrez pas tout appliquer. Mais l'énergie que vous descendez sert à structurer votre corps physique pour vous amener à l'appliquer. Donc, une personne, par exemple, qui se dirait, écoute, moi, je vais essayer de parler qu'il faut bien manger, je ne le fais pas. C'est faux. Continue à en parler. Et à un moment donné, tu le feras. Mais en attendant, tu t'énergises. La personne ici, elle arrive à un point que les êtres qui se conscientisent rencontrent fréquemment. Elle en arrive à un point où elle a l'impression de pouvoir foncer. Elle peut ne pas. Et elle va revenir probablement à un point où elle va continuer à ne pas être certaine. Et à un moment donné, elle va encore revenir à ce point-là. Une chose que vous devez savoir, quand vous dites « je n'applique pas », vous me faites penser à un patron qui ne connaît rien de son bureau. Alors, les employés travaillent, il y a 150 affaires à régler, les employés travaillent et les employés en règlent 147. Le patron arrive, il voit 3 affaires pour régler, il donne la mort à tout le monde. Alors que les employés, et le patron pourrait dire « oui, mais ça, c'est bien plus important que ça ». Parfait. La semaine d'après, les employés font ce que le patron veut, il y a 3 affaires pas faites. Oui, mais vous aurez... Il n'y a jamais... Bon, voilà. La personne qui, par exemple, va dire que quelqu'un n'applique pas, très souvent, ce qui va arriver, c'est qu'elle ne connaît rien de l'autre. Si moi, je parle de ce que vous appliquez ou de ce que vous n'appliquez pas, je n'aurai pas grand-chose à dire. Parce qu'en majorité, vous appliquez au maximum ce que vous pouvez faire. Si quelqu'un me dirait, oui, mais l'autre, il parle, c'est ce qu'il fait. Il applique. Il exprime de la parole, il exprime de l'intelligence par la parole. Et en plus, si par la parole, il dit que c'est la première chose à faire, il applique en maudit, une grande gueule. Pour le reste, la personne ne connaît foutrement rien de ma vie. Ça fait une chose, de temps en temps, il y a des personnes qui subitement un jour découvrent ce que je fais. Et là, ils me disent, crime, avec tout ce que tu fais, tu n'es pas encore capable, disons, de traverser les murs ou de te dispendre de la mécanique humaine. Ça veut dire que moi, je suis loin à maudit. C'est ce qu'ils me disent. C'est bon de temps en temps de cacher certaines choses. Parce que c'est exponentiel, mais l'ego ne sait pas ce que c'est que l'exponentialité. Mais pour appliquer, l'humain applique au maximum et ne faut pas que vous pensiez qu'un jour, vous aurez la capacité de mettre en application immédiatement tout ce que vous allez dire, parce que ce que vous dites est là uniquement pour vous amener de l'énergie et non pas au départ pour que vous le fassiez. Et ça, vous devez bien le comprendre, parce que je ne dis pas ça pour expliquer ce que je fais. Je vous explique qu'à un moment donné, vous risquez de vous culpabiliser, de vous détester ou de vous quoi que ce soit, uniquement parce que vous dites, et vous n'arrivez pas à le faire. La solution, continuez à le dire, c'est de l'énergie que vous devez amener sur le plan planétaire. Donc, dans votre ego, dans votre égrégore, dans votre âme, dans les structures religieuses qui vous anéantissent astralement, on doit le dire pour commencer. De ce fait, il y a des individus qui vont se réunir et qui vont parler, ils ne font rien. S'ils parlent à un niveau mental, ils font en maudit. Oui, mais ça fait 6 mois qu'ils se disent qu'ils devraient peut-être se faire comme le village of ça, ils devraient. Et oui, parfait, ils en parlent. Ils en parlent et ça prépare les terrains. Ah oui, mais ils devraient le bâtir. Pas le temps de le bâtir. Il manque des choses. Ils n'ont pas assez parlé. C'est pas assez préparé. La parole, c'est extrêmement important. Oui. Je ressens au plexus solaire depuis 2 mois une pression qui est plaisante, en même temps que je me sens complètement envahi par cette énergie. On dirait qu'elle me possède. Je ne sais pas s'il s'agit d'une entrée ou d'une sortie d'énergie, mais je sens que je ne contrôle pas cette énergie. C'est comme un état nouveau
mais je ne contrôle pas, mais que je ne contrôle pas. On dirait que l'énergie se propage jusqu'aux atomes. Qu'est-ce que cette énergie et pourquoi je ne la contrôle pas? Êtes-vous capable de vous endormir instantanément quand vous vous couchez ou quand vous décidez que vous dormez? Êtes-vous capable de vous lever ou de faire un travail qui est intelligent d'être fait immédiatement quand vous le voyez? Vous devez aller faire un dépôt à la banque, il pleut dehors, la banque ferme dans une demi-heure, mais vous devriez, pour que le chèque que vous avez fait ne rebondisse pas. Ah ben vous y allez, c'est évident. Parce que si on n'est pas capable de dormir instantanément, si on n'est pas capable de manger totalement comme on a besoin de manger, si on n'est pas capable de parler, de jamais se choquer, ben, ne demandez pas comment ça vous ne contrôlez pas l'énergie. Si vous ne contrôlez pas la matière, votre corps physique, puis votre petit ego, c'est évident que vous ne contrôlerez pas la mécanique d'énergie vitale qui vient vous chercher. Pourquoi je ne le contrôle pas? C'est parce que vous n'êtes pas le maître contrôleur de votre vie, déjà au départ. On doit minimum comprendre la mécanique. Une personne me disait à un moment donné, oui, mais moi, là, je sais, c'est tellement logique qu'on pourrait faire de la télékinésie, faire bouger les objets à distance. Écoute, tu n'as même pas volonté d'aller chercher, tu penses que tu vas avoir celle de la faire voler. Je comprends ton intelligence. Je te parle maintenant de comment tu gères ton énergie chez toi. Tu gères ton énergie en paresse et tu te demandes comment ça se fait que. Mais non. La personne, elle n'est même pas capable d'entretenir son corps physique, puis elle espérerait pouvoir se lever directement comme ça pour s'en aller. Ah oui, mais là, le corps physique va finir par pourrir, puis le corps physique, elle en a besoin, donc d'où l'intelligence qu'elle ne puisse pas. La personne, elle a eu un petit contact très petit, très minuscule, avec un petit peu d'énergie vitale. C'est probablement régi par de l'astral. Ce n'est pas grave. L'astral, souvent, ça fait des choses qui sont bonnes. Quand l'astral vous dit de le faire, ça a de l'allure, faites-le. Quand l'astral vous dit de le faire, ça n'a pas d'allure, faites-le pas. C'est simple. Et ce que je veux, le point important, c'est pas du pourquoi on ne dirige pas ou qu'on ne contrôle pas. Le point important, c'est que ça vous fait plaisir. Vous vous sentez bien, ça peut vous rassurer. Et là, il y a un foutu danger. Même si c'est bon, vous n'avez rien goûté. Alors, à un moment donné, vous allez recevoir 2 gouttes d'énergie plutôt qu'une. Et 2 gouttes d'énergie, ça ne fait pas 2 fois plus plaisir. Non. C'est totalement différent. C'est comme de dire, j'entends un instrument, c'est beau. Soudainement, j'entends un deuxième instrument. C'est pas 2 fois plus beau. Parce que ça peut faire un morceau musical qui peut être 10 fois plus beau. C'est plus la même chose. On se rapproche d'un orchestre. Entendre 20 violons, c'est une chose. Entendre 20 instruments différents, c'est totalement différent. Mais c'est 20 instruments dans les 2 cas. Ce que je veux dire, c'est que le plaisir que vous avez, si astralement vous le codez, à un moment donné, vous allez le perdre. C'est évident. Et à un moment donné, vous allez le rechercher. Ça, c'est un problème. Mais l'autre problème, c'est pas tellement ça, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir 2 gouttes d'énergie. Et vous allez les rejeter parce que c'est pas ça. Ça ressemble pas à ce que vous avez connu. Ça peut pas ressembler. C'est bien mieux. Mais c'est pas 2 fois mieux. C'est pas la même chose. D'où l'importance de rester spontané, de rester alerte, de rester vivant. C'est surtout ça. Dans la question ici, on revient 2 fois là-dessus. C'est comme un état nouveau. Et dans ce temps-là, on trouve que c'est intéressant. Cette énergie ne fait pas peur jusqu'aux atomes. Une énergie, on dirait que, bon, que ça me possède et ça ne me fait pas peur. Je ne sais pas si s'agit d'une entrée ou d'une sortie. C'est correct que ça ne vous fasse pas peur. L'idée, c'est que c'est une pression qui est plaisante en même temps. L'idée est juste là. À un moment donné, vous allez sentir des petites choses banales, qui font partie du cheminement de l'être qui se conscientise. Votre ego va l'expérimenter. L'ego peut finir par se dire que c'est correct. Puis à un moment donné, ça va être différent. Puis l'ego va dire, oui, mais ça n'a pas la même puissance que ce que j'ai connu. Mais non, 2 gouttes d'énergie, ça va peut-être être suffisamment puissant pour vous empêcher de triper. Alors, vous allez c'est pas trippant, je ne le sens pas, c'est pas le même plaisir. Non. Alors, faites donc attention à ça, parce que ce que la personne vit, c'est extrêmement intéressant, c'est correct, c'est bon. Au niveau de l'ego, il faut faire attention. Faire attention. Par exemple, le but, ou l'une des étapes but, c'est d'arriver au 5e étage. Tout le temps que vous êtes dans l'ascenseur, vous sentez les effets d'apesanteur. C'est trippant. Quand vous arrivez en haut, là, on est rendu d'une place meilleure, pourtant on ne sent plus rien. Non, vous n'êtes plus dans l'ascenseur non plus. Mais c'est là que vous deviez aller.
c'est pas aussi trippant, c'est pas aussi le fun, c'est pas la même chose. Mais c'est là où vous devez aller. Alors vous restez dans l'ascenseur, avez-vous joué? Ben, vous allez faire comme les personnes qui évoluent. Ça a des hauts et des bas. Hein? Ça monte, ça descend. Quelqu'un me dit, en 91, on applique les énergies manifestées en 90. C'est vrai. Il reste peu de temps, selon cette personne, soit jusqu'en 92. Est-ce exact de dire qu'en 91... Elle a raison, elle a tort, mais elle a raison. C'est une raison tordue. Effectivement, en 91, on applique ce qui c'est les énergies de 90, et ça, c'est vitalement important. On va en reparler en masse. Et on a jusqu'à 92, c'est vrai. Mais 92, chronologiquement, va s'attirer jusqu'à fin 93. Donc, énergétiquement, l'année 92 va être très longue. Les années élastiques. C'est ça. Énergétiquement. La saveur 92 déborde en 93. Mais effectivement, on approche de... C'est sûr que ça ne veut jamais rien dire pour la majorité des individus, mais on est à 91. C'est 90, on a parlé, 91, on applique. Est-ce exact de dire que 91 est l'année d'application? Pour ceux qui vont appliquer, c'est totalement exact. Oui. Donne des détails sur la vie. Oh, on la connaît. On la connaît, question de se chauffer. Ah, OK. Mais alors, encore une fois, oui, c'est ça. C'est très grand. C'est des choses en plus que je ne savais pas, qui m'est arrivé par la tête. Puis, alors, laquelle, première? C'est que Jésus a voyagé dans plusieurs corps en même temps. Lesquels? C'est tous des corps de Jésus. Ah oui? C'est que Jésus, probablement, on sait que Jésus, c'est un égo, c'est un enfant. Qui était, à un moment donné, a eu un contact avec l'intelligence supramentale, mais pendant la formation de Jésus, ce qu'il a fait, c'est que l'intelligence christique est allée habiter plusieurs corps. L'intelligence christique a habité le corps de Jéhoshua ben Joseph, donc Jésus le fils de Joseph, et ça a habité aussi l'intelligence christique, parce que Jésus n'a pas pu la supporter au départ. Hein, on sait qu'il y a eu une entente, un contact qui s'est fait, et vers la fin de l'adolescence, progressivement, Jésus a fini par accepter la totalité de l'intelligence christique, et vers l'âge, disons, qu'on appelle le jeune adulte, là, il l'a intégré complètement, et quand il a rencontré Jean le Baptiste, qui d'ailleurs était en baptême quand il l'a vu, alors il a donc confirmé que c'était ça, et c'est réglé. Alors, Jésus a voyagé de plusieurs façons. On parlera de Jésus-Christ. Lorsqu'il était enfant, l'intelligence christique n'a pas pu descendre complètement dans le jeune, parce qu'il l'aurait fait sauter. Alors, elle est allée s'atténuer dans un paquet d'autres enfants. Des enfants au Tibet, des enfants aux Indes, des enfants un peu partout, en Judée, en Galilée, des enfants à Rome, etc. Bon, en Grèce. Alors, Jésus, lui-même, à un moment donné, le corps de Jéhoshua ben Joseph, donc le Jésus, fils de Joseph et de Marie, à un moment donné, son père était menuisier. Donc, son père étant menuisier, il était appelé à travailler ailleurs. Ce qui fait que Jésus, son fils, le premier fils, Marie a eu d'autres enfants après, de Joseph et de d'autres personnages. Jésus a voyagé avec son père, il a embarqué à bord de bateaux phéniciens qui étaient des commerçants, alors il est allé à Rome, il s'est promené un peu comme ça, ce Jésus-là. Par contre, lorsque Jésus revient de Rome, il s'est approché à un moment donné à travers différents pays, il s'est approché de l'Inde. Jésus revient à Rome et il a de l'expérience, intéressant, son père va mourir d'un accident de travail à un moment donné, alors il va s'occuper de sa mère et de ses frères et sœurs. C'est le plus âgé. Lorsque, à un moment donné, l'intelligence descend et donc se regroupe chez lui, il vit souvent des problématiques, il est plus ou moins lunatique, c'est-à-dire qu'il est en phase de conscientisation, donc souvent il rêve. En réalité, il ne rêve pas, il est en dialogue avec son ajusteur de pensée, ce qui lui a d'ailleurs amené quelques petits accidents à Bénin, il tombe en bas d'une échelle lui aussi, son père d'ailleurs est mort comme ça. Alors, il y a des choses qui vont lui arriver. Lorsqu'à un moment donné, Jésus va se centrer de plus en plus dans son intelligence, les enfants qui ont eu le contact, qui sont maintenant rendus des jeunes adultes comme lui, vont perdre progressivement le contact avec l'intelligence, ils vont conserver la mémoire du contact, et ces personnages-là, les mécaniques d'intelligence vont se résumer dans Jésus. Lorsque Jésus finit par rencontre de Baptiste, il va par la suite s'en aller. Les enfants, entre autres, qui ont reçu le contact, sont maintenant rendus des adultes aussi, Jésus va se promener, et il va en reconnaître plusieurs.
au niveau de la Galilée ou de la Judée. Premièrement, il va se choisir des individus reliés à différents faisceaux, donc c'est 12 apôtres, parce qu'il y a 12 faisceaux à l'époque. Le 13e, le faisceau lazaréen, mais c'est déjà un ami. Le sien, le faisceau michaélien, va rester le sien. Et au travers de sa vie, il va rencontrer des individus qui vont se rapprocher de lui et qui auront une foi sans borne de qui il est. Et ces personnes-là auront souvent été des enfants qui l'auront reçu. Un peu plus tard, lorsque Jésus meurt sur la croix, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a un autre Jésus. Bon, c'est un peu complexe l'idée. Il y a un corps physique extrêmement semblable au corps du Nazaréen, de Jésus, qui lui va migrer vers l'Irak et il va être enterré là-bas en même temps que Marie dans ces pays-là, donc dans des pays musulmans. La parcelle de Jésus, des enfants tibétains et hindous, qui auront reçu l'énergie christique, parce qu'à l'époque, c'était un peuple, c'est les vestiges de la race aryenne, quoique la majorité du contexte nazaréen va venir dans la race juive, qui, elle, est une race la plus puissante des races atlantéennes, et c'est cette race-là, d'ailleurs, qui va donner naissance à la race aryenne, mais qui va revenir en force au niveau de la race des Juifs. Il y a eu la race, il y a eu différentes sous-races qui sont apparues, et c'est dans la race juive que le summum de la même correspondance, la race juive atlantéenne va venir. Et en attendant, on va avoir, disons, placé des parties de la fusion michaélienne à travers d'autres enfants. Quand Jésus va fusionner tout ça au complet, en termes d'expérience, Jésus l'humain, donc l'enfant lui-même, qui maintenant est un jeune adulte, aura effectivement l'expérience des voyages au Tibet, des voyages un peu partout, à travers les structures évoluées. C'est ce qui va faire, en plus d'avoir voyagé un peu avec son corps physique, c'est ce qui va faire en sorte qu'il aura une connaissance des religions et de toutes ces mécaniques-là. Quand le Nazaréen se dissocie, quand il se brise en deux, quand Jésus retourne à lui-même et gagne son double éthérique pour le catapulter dans le temps, dans des réincarnations particulières, dont les plus connues vont être celles du roi Arthur, de Richard, de Robin des Bois un laps de temps, de Krishnamurti un bout de temps, puis effectivement quelques autres personnages, jusqu'à aujourd'hui. Le Jésus, gagne le monde de son double éthérique plutôt. L'énergie christique est fusionnelle, donc Michael, avec le corps de lumière, donc les vestiges du corps de chair, il emporte avec lui le corps de chair du Nazaréen, va réapparaître en Amérique. Et il va rester plusieurs années avec les apôtres. C'est pas quelques jours. Et il va aller au Tibet, il va rencontrer les adultes qui l'ont connu, qui l'ont reçu, lorsqu'ils étaient des enfants. Et à partir de là, il va reformer certaines choses au niveau des traditions tibétaines, au niveau des traditions aryennes. Il va amalgamer certaines choses et il va, avec l'aide de Lazare, ouvrir deux portes majeures au Tibet et au pôle Nord, qui seront les portes qui par la suite vont être connues sous le terme Agartha et Shambhala. Bon, c'est d'autres choses. Il a travaillé avec les Tibétains. C'est Lazare, surtout, Lazare qui est son meilleur disciple, son ami, en réalité, c'est pas un disciple. Avec Lazare, ils vont instaurer toute une hiérarchie pothalamienne et ils vont rectifier ils vont simplement se plaire à rencontrer des individus intelligents et ils vont rectifier dans la tradition des mécaniques, des mécaniques Shaolin, entre autres, qu'ils vont rectifier pour améliorer. Alors, grosso modo, ça fait partie des potins. Mais c'est quel Jésus, ça, là? C'est celui qui est semblable, c'est plus Jésus, c'est le Nazaréen, c'est le Christ, finalement, c'est l'énergie supramentale, avec la mémoire de l'expérience de Jésus, donc ça restera le Nazaréen, qui, lui, va travailler avec les apôtres, va travailler en Amérique. Après la mort, disons. Mais est-ce que c'est le même corps, ou c'est un autre corps? C'est un corps de lumière, c'est le même corps. OK, c'est éthéré. Le même corps éthérifié. C'est le corps qui avait terrifié les Romains. Alors, c'est le même corps éthérifié qui peut prendre l'apparence de chair et qui va rencontrer Thomas, un paquet d'autres, et un paquet de personnes après la disparition du Nazaréen, donc en Amérique et au Tibet, entre autres, surtout. Mais il y a eu un travail au Québec qui s'est fait aussi à cette époque-là. De quel type? Bleu. Et de quelle couleur? Grand. L'autre patin. Un autre fois. Bon, est-ce que les extraterrestres peuvent prendre contact avec non. mental?
Ben non. Tu as dit dans une conférence précédente que lorsque tu auras le temps... Ah oui, voilà, on la connaît. C'est l'intérieur, l'intérieur d'une soucoupe volante. Expliquez l'intérieur. OK. D'accord. Expliquer, c'est mieux que décrire. Décrire, c'est pas intéressant. Expliquer. Vous savez, il faut comprendre une chose. C'est comme si vous me demandez d'expliquer l'intérieur d'un avion. On pourra vous donner des détails grosso modo, mais dépendamment de chaque avion, c'est extrêmement différent. Alors, la soucoupe, elle vient de quelle planète? Non, ben, c'est pas la même chose. La planète bleue? La grande planète bleue. C'est que, vois-tu, c'est que cosmiquement parlant, la planète bleue, c'est la Terre. Oui. Alors, tu sais, quand tu parles d'une soucoupe qui vient de la Terre? Non, non. De quel... Bon, quand on lit des vrais. Ben, quand on lit la Cité de Seth, on découvre énormément d'intérieurs de soucoupes volantes, mais je parle de soucoupes volantes agréables, celles qui proviennent de l'avenir de la planète Terre et qui ont été créées par des contacts séraphiques entre l'humain et ses pertes fusionnelles. Alors, disons, tu rentres dans une soucoupe volante, tu t'assois, et la soucoupe, elle est tout petite. C'est quoi ça? Petite. Assez grosse pour que ton égo puisse embarquer. Non, je sais bien, mais quand je parle de petit, moi, je compare à ça à un soleil. Alors, elle mesure... Bon, une intervention... Bon, il y a plusieurs choses. C'est compliqué, il y a plusieurs soucoupes volantes. Alors, la soucoupe, disons, elle n'est pas grosse, elle peut contenir, matériellement parlant, toute la salle ici. Alors, c'est de l'extérieur, c'est pas tellement grand. On rentre tout à l'intérieur. Et là, il y a une porte, tu ouvres la porte là, tu es dans un immense jardin. Mais quand tu sors à l'extérieur, tu trouves petit. Tu comprends l'idée? Bon. Alors, c'est ça, ça ressemble à ça. Alors, quand on parle de la Cité de Seth, il y a plusieurs... c'est comme une préparation psychologique à ceux qui, à un moment donné, je serais choqué, de se rendre compte que quand tu vas aux toilettes, tu as 20 000 à marcher, alors que si tu sors dehors pour y aller, c'est à côté. Bon, à cause de... Bon, tu comprends l'idée? Alors, grosso modo, c'est ça. L'intérieur des soucoupes volantes, on parle pas des soucoupes, on pourrait à un moment donné en reparler encore, même là, c'est des idioties. Mais quand on parle de mécanique extraterrestre, la majorité des mécaniques extraterrestres qui ne sont pas esclavagisantes de l'homme, les soucoupes volantes vont ressembler exactement à ce que l'humain a besoin pour être capable d'être égoïquement, pour le peu qu'il aura d'ego, confortable dans la soucoupe. En réalité, dans l'aéronef, dans l'astronef, c'est pas des soucoupes. La matière va servir au confort. L'illusion va être ajustée en fonction des besoins psychologiques, physiques, vitaux, mentaux des individus qui vont embarquer. De ce fait, les soucoupes volantes, normalement, la majorité des soucoupes volantes à caractéristiques intraterrestres sont plus ou moins vides. La logistique fondamentale qui permettra aux intraterrestres de contrôler des énergies vitales ce n'est pas la même chose que ce que l'on connaît nous. De ce fait, l'intérieur est à peu près toujours vide. La seule place dans une soucoupe volante traditionnelle où on aura des objets, c'est là où on fera rentrer l'humain. Ça pourrait être une table, des appareils, apparemment des appareils de chirurgie ou d'exploration médicale, mais en réalité, c'est simplement pour ajuster la vision de l'intraterrestre à la vision du corps physique humain à cause des différences de décalage énergétique. Alors, dans une soucoupe volante, par exemple, tu verrais une soucoupe quelque part, tu rentres, là où tu vas rentrer, il n'y aura rien, et il y aura peut-être un endroit où il y aura des choses, si la soucoupe a été conçue en fonction de recevoir des humains à un moment donné, par enlèvement ou autre chose, mais tu cherches l'endroit pour piloter, il n'y a absolument rien, il n'y a rien. C'est des toilettes? Ouais. À l'extérieur. C'est ça. Alors là-dessus, on met en pratique, qu'on brasse un peu le camarade, et puis on s'en va, on pense à s'amuser. Bonne semaine. Là, on n'a pas parlé de... Eh non.